Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. 45e jour du Vendée Globe. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, mais déjà joyeux Noël à tous. En cette journée un petit peu spéciale, journée qui a vu le passage notamment du Cap Horn pour les meilleurs, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas fait de vidéo hier, mais hier j'étais en train de préparer le réveillon, donc je n'étais pas disponible pour faire une vidéo. Et puis on parlera des derniers petits soucis techniques, on parlera des temps de passage du côté du Cap Horn, et puis on parlera un petit peu de la situation qui a évolué avec un Johan Richomme qui a pris pas mal d'avance quand même sur les dernières heures, même si ça s'est un petit peu arrêté depuis 11 heures où son rythme a un petit peu diminué. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Et puis deux solutions pour me soutenir, soit vous rajoutez la petite cloche, plus vous cliquez rapidement sur une notification sur une miniature, et bien plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. Deuxième moyen, ça c'est seulement vous en avez les moyens et vous en avez l'envie, vous pouvez faire un super fans. Et je rappelle que ce soir 21h, top 10 des grimpeurs, pas trop de surprises sur le numéro 1 normalement dans le classement, certains l'ont déjà bien compris. On regarde tout de suite la situation sur le trophée Jules Verne. Je rappelle que Sodebo est toujours en lice sur ce trophée Jules Verne. En ce moment, Sodebo est dans le poteau noir et a pris un petit peu de retard. Vous allez voir que le retard, en fait, est un petit peu trompeur. Oui, techniquement, ils ont 100 000, à peu près un peu moins de 100 000, 90 000 de retard en ce moment du côté de Sodebo. Sauf qu'en réalité, c'est un petit peu différent. Alors là, c'est toujours chiant parce que je n'ai voilà, j'ai pas le réglage du Vendée Globe. Mais si on regarde, si on traçait une barre, hop, 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 vous voyez qu'ils sont plus au sud que ne pouvait l'être au même moment Francis-Joyon. Alors pourquoi ils sont plus loin? Francis-Joyon était quasiment sur la route idéale quand le pointage avait été fait à la même heure, alors que vous voyez que Sodebo est beaucoup plus du côté du Brésil. Il va peut-être même y avoir un croisement avec les leaders du Vendée Globe dans un jour, 2 jours pour Sodebo. Donc ça va être intéressant s'ils passent assez près, peut-être pouvoir parler à la VHF, mais ils vont voir une fusée arriver sur eux. Normalement, Charlie Dalin et Johan Richomme dans les heures à venir. Vous voyez que la météo, bon là on est sur le poteau noir, mais le vent a l'air de se renforcer dans les heures à venir dans ce début d'Atlantique Sud, parce qu'ils vont passer l'équateur. Et là, ça va un petit peu être, voilà, avoir un petit peu plus de vent, avec une situation qui n'est pas très claire encore du côté du cap de Bonne-Espérance. C'est difficile de savoir est-ce qu'il y aura une ouverture assez rapide pour pouvoir glisser. Voilà, parce que voilà, il y a quand même pas mal de zones de molle, mais ça se casse un petit peu en deux, donc il y aura peut-être un trou pour prendre cette première dépression et essayer de la conserver la plus longtemps possible, parce que c'est l'idée un petit peu de ces bateaux-là, c'est d'essayer de conserver les dépressions le plus longtemps possible. Donc ça va être le travail des 2 prochains jours, donc ça va être 2 jours très importants pour Sodebo. Il va falloir aller extrêmement vite. Le Vendée Globe maintenant, on regarde tout de suite la météo des bateaux de tête. Hop là, alors vous voyez toujours cette zone d'exclusion, ce qui fait que c'est une zone de jeu quand même qui est assez réduite là avec l'Argentine, le Chili. Ici, vous avez le Cap Horn, donc 3 concurrents ont dépassé le Cap Horn désormais. Et vous voyez que les 2 concurrents de tête sont tombés dans de la molle. C'était à peu près prévu qu'il y ait de la molle à cet endroit-là. Donc ils savaient que c'était prévu. La molle qui va bien se décaler dans les heures à venir, donc ça va pas avancer bien vite. Je pense jusqu'à demain. Puis après ça devrait pouvoir réaccélérer plutôt pas mal, avec peut-être même un petit peu de vent portant, ce qui n'est pas vraiment habituel dans cette zone-là du globe, donc ça pourrait être pas mal.
pour ces bateaux-là. Pour les autres, Sébastien Simon, donc lui, il est porté par ce front qui va le laisser tomber dans les heures à venir, et il va pouvoir revenir sur les bateaux de tête un petit peu, mais il va falloir quand même qu'il aille vite, parce que vous voyez, il faut qu'il quitte cette zone à la sortie du Cap Horn très vite pour éviter de se faire attraper par une zone de molle, voilà, dans les heures à venir. Donc ça va être son gros travail, et essayer de récupérer ce petit vent-là, mais qui s'estompera à un moment, donc il va y avoir quelques heures bien animées. De l'autre côté, on retrouve le petit groupe Bestaven, Ruyant, Bayou, donc avec une dépression qui, je pense, va les catapulter jusqu'au Cap Horn. Donc là, ça devrait aller plutôt vite. J'ai pas trop regardé l'état de la mer, mais oui, il va falloir un petit peu cravacher, parce qu'on aura 3 mètres de mer, sinon on aura un peu plus. Donc je pense que cette dépression-là va les emmener jusqu'au Cap Horn, j'espère, du moins pour eux, parce que sinon ça va encore augmenter leur retard. Et déjà que le retard est important, hein, je rappelle 1600, quasiment 1700 milles, hein, pour Thomas Ruyant, ça laisse quand même peu d'opportunités maintenant vraiment de revenir, sauf miracle sur les 3 bateaux de tête. Donc il va falloir cravacher un petit peu. Du côté de Clarisse Kremer, en ce moment, ça va très vite pour le groupe Clarisse Kremer. Mais la situation devrait évoluer avec une mer qui devrait être très musclée dans les heures à venir et du vent qui va diminuer. Et avec de nouveau une zone un petit peu plus calme, voilà, mais pas totalement de molle. Ça va être compliqué par contre pour Athanasio et Seguin parce que eux, ils vont pas suffisamment aller vite, donc ils vont tomber dans la molle. Ça c'est clair et net, et dans de la grosse molle qui va durer un petit peu longtemps pour eux. Et derrière, il y aura aussi des situations un petit peu compliquées, mais le vent va se renforcer pour le groupe Jean-Luc Ham, comme pour le groupe Benjamin Ferret, donc ça va leur faire du bien, parce qu'enfin du vent, c'est vrai que ça fait depuis 4-5 jours qu'ils galèrent un petit peu dans toute cette flotte-là. Mais vous voyez également que Benjamin Ferret, que entre Jean-Luc Ham et le concurrent, et Louis Duc est à 5000 de retard, 4002 de retard de l'autre côté, donc il y a 700 000 d'écart aussi entre Jean-Luc Ham et Louis Duc. Donc là aussi, ça commence à augmenter un petit peu. C'est pas encore trop catastrophique, mais il va pas falloir que ça augmente non plus énormément du côté des bateaux à derrière droite, parce que sinon, Jean-Luc Ham ne sera jamais rattrapable pour le gain de cette catégorie. Et puis pour les derniers concurrents, les derniers retardataires, on va dire, du côté du Cap Lewin, qui sont en train de passer le Cap Lewin. Déjà, il n'y a plus que Denise Van Winberg qui n'a pas passé le Cap Lewin. Les heures à venir vont être plutôt un peu plus faciles pour passer normalement la Tasmanie. Le vent sera un petit peu plus fort que ce qu'ont eu leurs concurrents devant. Ça veut dire aussi peut-être des situations un petit peu plus casse-bateau. Donc ça, il faudra faire attention. On revient tout de suite sur le Cap Horn et sur les bateaux de tête. 3 bateaux ont passé le Cap Horn et on peut vous parler un petit peu des records. Ça s'est joué à moins de 10 minutes entre Johan Richomme et Charlie Dalin. 9 minutes 30, voilà précisément, entre Johan Richomme qui est passé en tête et Charlie Dalin. C'est un nouveau record d'écart, le plus faible enregistré au Cap Horn. Le précédent, c'était 1h20 entre François Gabard et Armel Lecléache en 2012. Et il faut savoir qu'en 2012, les écarts étaient assez similaires à ce qu'on avait cette année, c'est-à-dire avec un troisième qui était déjà un petit peu distancé par rapport aux 2 premiers et un quatrième qui était distancé par le troisième également. Donc il y a des similitudes avec 2012-2017. Record également battu parce que Armel Lecléache, en 2016, l'édition d'après, était passé au Cap Horn au bout de 47 jours de course. Et il n'en a fallu que 43 jours et 11 heures pour Johan Richomme, qui a donc battu le record d'Armel Lecléache de 4 jours, 10 heures, 4 minutes 30. Ce qui montre bien qu'on a été extrêmement rapide. Il a également battu, Johan Richomme, le record du tronçon entre Cap Lewin et Cap Horn, seulement 13 jours pour passer de l'Australie au Chili. Donc là aussi, ça a été hyper rapide pour Johan Richomme. Johan Richomme donc est passé avec 9 minutes 30 d'avance sur Charlie Dalin. Sébastien Simon lui est passé avec une journée
un peu plus d'une journée, une journée et 10 heures de retard sur les concurrents de tête. Voilà pour les écarts pour le moment. Il est passé ce matin, voilà, à 9 heures, heure TU. Sébastien Simon, donc 10h30 heure française, du côté du Cap Horn. On passe désormais aux concurrents qui ont eu des problèmes et qui ont eu des réparations à faire. Les deux plus gros problèmes, c'est Yannick Bestaven et Alan Roura. Du côté de Yannick Bestaven, vous voyez, il a été dépassé désormais par Justine Métro. Il a perdu une voile, une drisse en tête de mât a cassé, et une drisse de hook, pardon, qui a cassé, et cette drisse de hook maintenait, on va dire, la voile d'avant. Cette voile d'avant donc est tombée. Quand elle est tombée dans l'eau, sauf qu'elle est tombée dans l'eau au niveau du foil. C'était le J0, donc une voile quand même assez imposante. Ça a mis 2 heures à Yannick Bestaven pour remonter cette voile. Et surtout, elle a légèrement abîmé l'un des foils du bateau. Donc c'est quelque chose qu'il faudra surveiller car le foil est abîmé au niveau du bout. Alors au niveau de l'extrémité la plus proche du safran. Pas l'extrémité de devant, l'extrémité plutôt de l'arrière de ce foil, mais ça reste que le foil est quand même endommagé, donc vous n'avez plus la couleur verte du foil, parce que chaque foil a les mêmes couleurs que les safrans et que la quille. Voilà, il y a des obligations d'avoir des couleurs très vives pour ces pièces-là, vous ne pouvez pas utiliser n'importe quelle couleur. Et du côté donc de Yannick Bestaven, eh bien, le foil, vous voyez qu'il est ébréché à cet endroit-là. Donc il faudra voir si ça ne crée pas un problème de structure au niveau du foil. Il faut savoir que le foil, il y a une partie rigide et une partie un petit peu moins rigide. Ça a l'air d'être attaqué sur la partie qui est un peu moins rigide, mais il se pourrait quand même qu'il y ait un petit souci. Et vous voyez que Bestaven, il a été devancé désormais un petit peu par tout le monde, parce que forcément, 2 heures à l'arrêt, quasiment, pour réparer, pour récupérer cette voile, qu'il a récupérée, Bestaven. Eh bien, ça a fait perdre du temps, et puis forcément, après, on a un petit peu le pied sur le frein, donc c'est pas toujours évident de redémarrer. Autre concurrent qui a un problème technique pour le moment, c'est Alan Roura. Problème électrique sur le bateau d'Alan Roura. Problème électrique, problème au niveau du moteur. Le moteur ne démarre plus, le groupe électrogène, enfin le moteur à l'intérieur du bateau ne démarre plus, ce qui fait qu'il ne peut plus recharger ses batteries de cette manière-là. Et contrairement à un Conrad Coleman, eh bien lui, son bateau n'a pas été conçu pour fonctionner sans groupe électrogène. Donc il essayait de voir ça, notamment de réparer le démarreur. C'était un problème qu'avait eu notamment un Michel Desjoyaux en 2000. C'est une séquence assez connue du Vendée Globe où il s'était servi des voiles pour faire démarreur, pour faire un peu comme un lanceur. Vous savez, là, il faut démarrer et lancer le moteur, et pour avoir suffisamment de force au niveau du lanceur, pour entraîner, on va dire, une première compression, il s'était servi des voiles. Le claquement des voiles avait permis de démarrer son moteur, et ce qui fait qu'à partir du Cap Horn, quasiment, c'était à la sortie du Cap Horn, je crois que c'était le lendemain du Cap Horn, jusqu'à l'arrivée, il s'était servi de ce système-là pour pouvoir démarrer son moteur, et ça avait tenu jusqu'au bout, vu qu'il avait réussi à remporter cette édition du Vendée Globe 2001, et que le bateau avait été réutilisé par Pip Air lors du Vendée Globe. Pip Air qui n'est pas encore arrivée en Australie. Je pensais qu'elle arrivera en Australie à Noël, mais pas encore. Mais j'espère que les soucis vont bientôt s'arrêter pour Pip Air, parce que là, ça doit commencer à être long, ça doit faire au moins 10 jours. L'abandon, il a été signifié quand pour Pip Air ? Ah oui, j'ai pas les jours là. Mais ça doit faire 10 jours quasiment que Pip Air est dans cette situation-là. Et donc Alan Roura, un petit peu problématique. On poursuit avec Benjamin Ferré. Benjamin Ferré, les dernières heures n'étaient pas hyper rapides pour Benjamin Ferré. Donc Benjamin Ferré, comme d'habitude, quand ça avance pas, il en a profité pour réparer ses voiles. Ça n'a pas été si facile que ça pour réparer les voiles pour Benjamin Ferré. Pas parce que la réparation était longue à faire, mais surtout parce que à des moments, il avait tellement peu de vent, Benjamin Ferré, que le pilote automatique ne tenait pas. C'est-à-dire que le pilote automatique ne fonctionnait pas correctement. Le pilote automatique, ça fonctionne, mais pas très bien
quand le vent est moins fort que 5 nœuds, 6 nœuds, et quand le vent est extrêmement faible et que le bateau n'avance pas, le pilote automatique a tendance à se déconnecter, à se désenclencher, et ce qui a été le problème pour Benjamin Ferré. Problème également de maladie pour Benjamin Dutreux qui alors, disait qu'il avait rencontré un petit peu trop de pingouins. Benjamin Dutreux, une petite crève, mais autant vous dire que ça a dû se résorber aujourd'hui parce que ses vitesses sont excellentes. C'est même le bateau le plus rapide de la flotte pour le moment, Benjamin Dutreux, avec Guyot Environnement Water Family. Des conditions qui sont un petit peu plus favorables que les bateaux de tête. Mais voilà, ça va très très vite pour Benjamin Dutreux sur les 24 dernières heures. Et puis Clarisse Kremer qui a fini la réparation de son chariot de grand voile. Hein. Vous vous souvenez, c'était au tout début du Pacifique. Elle avait cassé son chariot de grand voile. Donc elle avait fait la réparation, elle avait utilisé son chariot de secours. Sauf que comme elle avait utilisé son chariot de secours, elle n'en avait plus d'avance de chariot. Et elle pensait que c'était réparable, ça lui a pris beaucoup de temps. 4 heures notamment sur la journée d'hier du côté de Clarisse Kremer donc qui a fini les réparations. Il lui manquait plus qu'à regresser l'intérieur de la pièce pour que ça fonctionne correctement. Donc voilà, du côté de Clarisse Kremer, réparation complète. Et puis bien entendu, si vous avez regardé les vidéos des concurrents sur les dernières heures, eh bien, vous avez pu voir pas mal de cadeaux, notamment Romain Attanasio qui a reçu du parfum. Vous avez pu voir également pas mal de repas un petit peu spéciaux de Noël également pour tous les concurrents, et notamment Jean Le Cam qui était très touché par les cadeaux qu'il avait reçus, notamment d'associations qu'il soutient du côté du Finistère. Eh bien, on regarde tout de suite le classement général de cette épreuve. Pas de grands changements à part la sortie de Bestaven du top 10. Pourtant, il y était depuis très longtemps. Et Johan Richomme, qui avait pris pas mal d'avance sur les dernières heures. Hein. On va regarder ça même attentivement sur les dernières heures. Alors, vous voyez au Cap Horn, hop, Cap Horn, les deux sont quasiment collés. Charlie Dalin et Johan Richomme, il y a 14 000 d'écart. Et ensuite, les écarts se sont largement agrandis. En fait, à la sortie vraiment de ce passage-là, de cette zone compliquée de Falkland Island, et là, vous voyez, en longeant beaucoup plus la zone d'exclusion par rapport à Charlie Dalin, eh bien, il a pris beaucoup d'avance. Et là, vous voyez, notamment, parfois, 25 000 d'un coup. Hein. Vous voyez, donc là, ça veut dire que là, Charlie Dalin, il avançait à 70 000, contre 94 000, quasiment 95 pour Johan Richomme. Et donc c'est ce matin qu'il y a eu un écart qui est monté quasiment à 116 000. Voilà, et puis bon, là ça s'est un petit peu arrêté entre les deux bateaux, mais c'est pour ça que Johan Richomme pendant très longtemps était le bateau le plus rapide de la flotte, devancé désormais par Benjamin Dutreux. À 11 heures, c'était le bateau le plus rapide de la flotte, et le seul qui avait dépassé les 500 000. Puis là, ça s'est un petit peu calmé car les deux se sont retrouvés dans une belle zone de molle désormais, mais qui était quasiment inévitable pour les deux concurrents. Est-ce que ça va permettre derrière de revenir? Je ne sais pas, parce que Sébastien Simon sur les dernières heures, vous le voyez aussi, a perdu pas mal de temps par rapport à il y a 2 jours. 683 000 il y a 2 jours, l'écart était bien moins fort. On était à 455 000. Donc vous voyez, l'écart s'est agrandi, notamment quand il s'est fait passer dessus par le front et qu'il a dû faire une manœuvre en plus par rapport à ses petits camarades de devant qui étaient presque sur une ligne droite. Donc voilà, un petit peu de retard. Thomas Ruyant, lui, il a 1000 de retard par rapport à Sébastien Simon. Donc autant vous dire qu'il ne se fait pas vraiment... il pense pas que ça va être possible de revenir sur Sébastien Simon. Donc il se bagarre avec ses petits camarades pour essayer de finir devant. Mais c'est vrai que c'est un peu le groupe des déçus, des battus, ceux qui sont restés longtemps au contact de Sébastien Simon, Charlie Dalin, Johan Richomme, et puis qui n'ont pas réussi à trouver la solution quand les concurrents de devant se sont échappés dans l'Indien, qui n'ont pas réussi à aller plus vite, et forcément frustrant parce que à des moments, je pense qu'il devait se dire on n'était pas loin. Justine Métro continue d'aller un petit peu plus vite que ses camarades, avec Paul Meillat aujourd'hui, qui va vite aussi, 384 000. C'est plus rapide que Sam Goodchild par exemple, c'est plus rapide que Lundven et Jérémy Bayou qui sont un petit peu plus au nord, alors que Boris Herman, là aussi, va moins vite que Justine Métro. Donc Justine Métro, en ce moment, ça va fort, comme Paul Meillat.
Et les deux ont dépassé donc Bestaven, qui lui va quand même à 363 000, donc c'est-à-dire dans des vitesses équivalentes à ce que fait Sam Goodchild ou encore Jérémy Bayou. Voilà, donc il n'est pas non plus complètement à l'arrêt, notre ami Yannick Bestaven. Derrière, on retrouve Clarisse Kremer, qui va vite, c'est le deuxième bateau le plus rapide derrière Benjamin Dutreux, ou troisième derrière Samantha Davis, voilà, qui est repassé légèrement devant, mais ça va vite. Mais elle disait que ça irait vite 24 heures, parce qu'ensuite la mer va être de nouveau un petit peu compliquée, mais ça avance pour ces bateaux-là qui en profitent et qui font des belles moyennes. Et en ce moment, donc c'est ce groupe de 3 qui est le plus rapide de la flotte. Et puis derrière, Jean Le Cam qui continue un petit peu à s'échapper du côté des bateaux à dérive droite, et on voit surtout l'écart entre Attanasio et Dutreux qui augmente forcément. Mais Romain Attanasio qui a récupéré un petit copain avec Damien Seguin, 50 000 d'écart désormais avec Damien Seguin, alors que l'écart entre Dutreux et Attanasio c'est quasiment 600 000 d'écart, donc ça commence à faire beaucoup. Et puis Jean Le Cam, donc 17e avec 4289 1000 de retard, ce qui fait quand même pas mal pour un bateau à dérive droite par rapport au bateau à foil, et ça doit un petit peu le décevoir, parce que même s'il il est en tête de la catégorie des bateaux à dérive droite, il s'attendait pas à être aussi loin. Je pense qu'il avait, quand il a conçu ce projet avec Éric Bellion, je crois qu'il avait l'intime conviction qu'il pouvait se battre avec les bateaux à foil, et puis il s'est aperçu en fait l'année dernière, sur les courses de préparation, que ça allait être compliqué. Alors il se disait oui, mais c'est peut-être parce que je maîtrise pas entièrement mon bateau. C'est vrai qu'il lui a manqué du temps de navigation, je pense à Jean Le Cam, mais la déception elle est là, c'est que l'écart c'est quasiment 5000 milles, et que même avec un bateau neuf à dérive droite, eh bien on n'est pas en mesure d'aller chercher les bateaux à foil. Et pour potentiellement le dernier Vendée Globe de Jean Le Cam, parce qu'il a toujours dit qu'il n'irait pas sur des bateaux à foil, Jean Le Cam. Alors il y en aura peut-être un encore dans 4 ans du côté de Jean Le Cam, mais je pense qu'il doit y avoir quand même une déception pour le roi Jean sur ce Vendée Globe, parce que il pensait pas être aussi loin, et il se retrouve quand même extrêmement loin, Jean Le Cam, et avec quand même un projet qui a coûté un petit peu d'argent. Isabelle Dioschke est là, elle n'arrive pas à suivre un petit peu le rythme de Jean Le Cam, mais par contre derrière, Giancarlo Pedotto et Alan Roura retrouvent des couleurs. Surtout que les deux étaient quand même un petit peu déçus de leur stratégie, on va pas se mentir. Et puis derrière, le petit groupe des bateaux à dérive droite pour le podium. Des bateaux à dérive droite, ça reste assez serré entre Louis Duc, 330 000, Benjamin Ferré, 345 000, Tanguy Le Turquet également 330 000, et puis Foussier qui va un petit peu moins vite avec Sébastien Marcet, moins de 300 000, et Violette d'Orange qui est en ce moment la plus rapide derrière Jean Le Cam, 349 000, quasiment 350 000 de parcouru. C'est même un petit peu plus rapide que Jean Le Cam, et c'est peut-être là aussi la déception de Jean Le Cam, c'est de voir que son ancien bateau en fait, est assez proche en termes de performance de son nouveau bateau, que l'écart n'est pas si énorme que ça entre les deux générations de bateaux. Éric Bellion a passé son Noël avec Arnaud Boissière, et entre les deux, désormais, qui tient la chandelle, c'est Guirec soudé entre les deux, notre bon vieux Guirec qui est dans le top 30 désormais. Belle course quand même dans les mers du Sud, du concurrent de Freelance. Et puis vous retrouvez également Kojiro Shirashi sur une voie un petit peu plus nord, comme Conrad Coleman, mais cette voie décalée a l'air de mieux marcher que pour Tanguy Le Turquet pour Conrad Coleman, donc il faudra se méfier, même s'il est obligé de s'écarter, on va dire, de la route idéale. Et bien pour le moment ça va plutôt pas mal vite, et puis ça a l'avantage d'avoir des conditions de vie à bord un petit peu plus faciles. 11 degrés, alors qu'un Louis Duc, il n'a fait que 7 degrés dans son bateau. Donc, vous voyez, c'est un petit peu plus agréable pour Conrad Coleman. Derrière, Oliver Air, ça continue d'avancer aux alentours de 300 000. Antoine Cornic, c'est un peu plus compliqué parce qu'il a été rattrapé par de la molle. Et puis, par de la pétole. Et puis, c'est pareil pour Jin Kunshu, un petit peu dur. Alors que ça avance quand même pas mal pour Manuel Cousin et pour Fabrice Amedeo, toujours en duo. Et puis Denis Van Winberg va un petit peu plus vite, que ses petits camarades sur les 24 dernières heures, donc ça doit lui faire du bien aux concurrents belges. Pas grand chose d'autre à dire, malgré qu'il y a eu des jours de navigation, donc on va regarder les statistiques. Et du côté des statistiques sur ces 24 dernières heures, c'est Benjamin Dutreux, donc qui a fait le plus de 1000,
490 000 quasiment, c'est-à-dire 15 000 de plus que Samantha Davis, c'est-à-dire une vingtaine de kilomètres de mieux. Clarisse Kramer est dans les mêmes eaux que Samantha Davis. Et puis ensuite, on retrouve Johan Richomme, quatrième, mais déjà à 40 000 de retard par rapport à Anne-Samantha Davis. Justine Métro, qui elle a 50 000 quasiment, pas 50 000, mais de 436 à 391, 45 000, quasiment 50 000 de retard par rapport à Johan Richomme. Et puis Paul Meillat, Sébastien Simon, Yannick Bestaven et Charlie Dalin est seulement 9e. C'est-à-dire que Charlie Dalin, sur les 24 dernières heures, a fait 140 km de moins que Johan Richomme. Et Nicolas Lundven, donc, est 10e de ce classement. Pas de changement au niveau des records de vitesse. Du côté de l'écart entre le leader et le dernier concurrent, eh bien Johan Richomme est à 7 335 000 d'avance de Denis Van Wijnberg, ce qui représente 13 585 km, et avec le record désormais 1415 000, 2620 km, donc à peu près 3 jours d'avance, 3 à 4 jours d'avance, 3 jours d'avance par rapport aux vitesses des bateaux aujourd'hui, mais par rapport aux vitesses des bateaux de Romain Attanasio, c'est plutôt 4 jours d'avance par rapport à record pour Johan Richomme par rapport à Armel Lecléache. Et je pense pas que la situation se dégrade énormément, car Armel Lecléache avait une remontée de l'Atlantique qui n'avait pas été évidente, avec un Alex Thompson qui grignotait un petit peu des 1000 et des 1000 sur Armel Lecléache à l'époque de cette course, donc en 2016-2017. Et bien nous, donc, on se retrouve demain. Je ne sais pas si ça sera la même heure ou si on sera un horaire décalé pour faire le débrief de la 46e jour de course. Ce soir, top 10 des grimpeurs du côté des tops de fin de saison cyclisme de 2024. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires et à mettre un pouce bleu. Et puis, joyeux Noël à tous. Et ciao, ciao.